Moi, je trouve que c'est trop, 2000 € par mois, au vu de ton budget, parce que je vois pas ce qui justifie de mettre autant en actions, qui est un marché hyper liquide avec des entreprises hyper matures, notamment si on a vu Apple, Microsoft, et en parallèle de mettre la même somme dans des obligations qui sont émises à des PME. C'est quand même pas du tout le même risque. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, on va au Canada pour analyser le patrimoine d'un consultant. Donc montez dans mon char, on va au pays de Jacques Villeneuve et de la Poutine. C'est parti. Consultant canadien, patrimoine brut 335 000 €, patrimoine net 211 000 €. Et vous allez voir mes amis, que le patrimoine net et le patrimoine brut, c'est important dans son cas. Parce qu'il y a de l'emprunt, et là je vous ai sorti vraiment des stats qui vont vous faire tomber de votre chaise. Immobilier, 49%. Actions et fonds, 29%, livret, 10%, donc pas mal de cash quand même. Crowdlending, beaucoup de crowdlending, 6%, on rappellera aussi ce que c'est. Et 5% sur les comptes bancaires. Alors ça, j'aime pas voir beaucoup de cash sur les comptes bancaires, mais bon, peut-être qu'il y a un achat qui arrive, je ne sais pas. Profil, marié, 32 ans, consultant en stratégie. Au Canada, salaire net de 9 000 € par mois après impôt. Donc on ne sait pas si tu es expat ou pas, a priori je dirais non, donc tu payes les impôts locaux. Objectif, 3 millions € de patrimoine à 60 ans, hors RP. Hors RP, résidence principale évidemment. Cash flow. On va regarder ton cash flow tout de suite, puisqu'il va nous donner pas mal de réponses sur ta stratégie. Donc, tu as 9 000 € de salaire. Donc, je ne sais pas si c'est ton salaire ou le salaire du foyer. On va dire que c'est que le tien. Peut-être que tu investis tout seul. Investissement mensuel, 5 800 €. Ça, c'est vraiment un profil qui est impressionnant. Donc, taux d'épargne de 64%. Balèze. Il y a 2 000 € qui vont dans les actions. 800 € qui va dans l'assurance vie. Alors, petite nuance quand même, les actions, c'est un support, c'est une classe d'actifs, l'assurance vie, c'est une enveloppe. Donc peut-être que tu investis aussi dans l'assurance vie, en actions via l'assurance vie. Bon, ça, on va regarder. Compte épargne, 1 000 €. Crowdlending, 2 000 €. C'est beaucoup, peut-être trop. Voilà, sans avoir aucun contexte, je trouve ça beaucoup. Logement, loyer, 1 300 €. Donc là, après, je pars du principe que tu loues ta résidence au Canada. Peut-être que tu as un bien locatif en France, je ne sais pas. On va regarder ça. Quelques charges. Vie quotidienne, les courses, 500 €. Le restaurant, 500 €. Transport, voyage. Bah oui, transport, voiture obligatoire au Canada. Quoique, si tu es à Montréal, peut-être que tu peux te déplacer en métro. Voyage et autres. Ce serait intéressant de savoir si le coût de la vie est plus élevé au Québec. Enfin, je dis au Québec, ça se trouve que tu n'es pas du tout au Québec, hein, mais au Canada qu'en France. Je dirais que oui. On va regarder, tiens. Alors, le coût de la vie, bah voilà, vous avez vu, a priori, j'ai tort, puisque le coût de la vie serait 6% moins élevé, 7% moins élevé qu'en France. Donc, intéressant. Il y a pas mal de comparatifs qui permettent de regarder plein de produits, de services, de comparer les prix. On voit que, typiquement, voilà, vous serez ravis d'apprendre que le coca est beaucoup moins cher qu'en France, 40% de moins. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Du coup, on revient à ta stratégie. On l'a vu, tu investis en ETF sur un compte titre, tu as un compte épargne, tu as du crowdlending, tu as aussi une assurance vie. Bon, on va regarder ça. Comment pourrais-je simplifier ma stratégie? Ok. Le découpage de mes ETF est-il trop fin? Bon, ça c'est une question fermée, donc je pars du principe que la réponse sera oui, mais on va regarder quand même. Dois-je privilégier des investissements autres que les ETF? On regarde ça. Du coup, on se retrouve sur son profil, et avant de regarder si le découpage de tes ETF est trop fin et ce que tu fais en crowdlending, je voulais vous montrer quelque chose qui est nouveau sur Finari, c'est le cash flow. Et donc dans ton cas, on voit que tu as un cash flow relativement faible comparé à ton niveau de vie. On rappelle que tu gagnes 9 000 € par mois. Et là, en fait, c'est lié au fait que ça ne fonctionne que sur les comptes européens pour l'instant. Ça ne fonctionne pas encore sur les comptes canadiens, mais sur les comptes européens, on voit ici les grandes catégories. Donc on voit qu'en octobre, il y a eu 6 000 € de sortie, alors qu'il n'y a que 2 800 € d'entrée, forcément le salaire au Canada. Mais tu peux voir toutes les catégories, on catégorise automatiquement et surtout on te met le montant disponible. Donc tu peux voir combien théoriquement tu peux épargner en plus chaque mois en faisant tout simplement la différence entre les entrées et les sorties. Donc ça, vous pouvez aller voir, c'est automatique. Si vous avez un compte en Europe, on va récupérer les transactions et vous calculez votre cash flow. Et en plus, si vous voyez que des transactions sont catégorisées d'une façon qui ne vous plaît pas, vous pouvez recatégoriser ou même créer vos propres catégories. Donc vraiment idéal pour gérer son budget. On revient à ton portefeuille. On voit que tu as un bien immobilier. Tiens, on va voir où il est. Donc, a priori, il est au Canada, je dirais. Donc, on n'a pas d'infos en plus, mais on voit que tu es en moins-value dessus. Bon, ça, c'est une estimation, hein, vous pouvez la changer, je vous rappelle. Donc forcément, si on l'estime, c'est que c'est en France. On voit que tu as un emprunt qui est lié, d'ailleurs, indice au Crédit Agricole. Et ça, c'est intéressant et c'est ce que je voulais montrer. C'est que cet emprunt, il est évidemment à taux fixe. Donc vous allez me dire, bon bah super Mounir,
taux fixe, c'est ce qu'on connaît, c'est la norme. Bah, c'est pas du tout la norme en dehors de la France. En fait, on est plutôt à contre-courant sur ça, et ça, c'est une chance, il faut en profiter, je le dis régulièrement. Ici, on voit que tu es à un taux de 1,20, donc forcément, bon bah, ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Maintenant, on va regarder les taux immobiliers au Canada. Et là, c'est ce que je vous disais en préambule. Si vous n'êtes pas bien accroché à votre chaise, bah, c'est le moment de mettre la ceinture. Parce que voilà ce qui se passe si vous étiez au Canada. Donc en fait, déjà, il y a beaucoup de taux différents. On va regarder tout simplement ça. On voit déjà que vous avez le choix entre un taux variable, c'est-à-dire que le taux va varier en fonction de la banque centrale canadienne dans ce cas-là, et aussi de d'autres facteurs, mais principalement la banque centrale, et vous pouvez avoir un taux fixe. Mais vous voyez qu'il y a des taux fixes sur 4 ans. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il va falloir renégocier, refinance comme on dit, son emprunt régulièrement. Et surtout, regardez les taux. Sur 4 ans, en fixe, on est à 6,49. En variable, on est à 7%. Je vous rappelle qu'en variable, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si je suis à 7% aujourd'hui et que les taux continuent de monter, c'est-à-dire que mon taux, lui aussi, va augmenter. Donc si j'ai un investissement immobilier et que la mensualité, le mois dernier, elle était à X, peut-être à 900 $, on va dire, si les taux augmentent, elle va peut-être passer à 950, 1000, 1200. Et moi, je vais me retrouver bloqué au bout d'un moment parce que je ne peux pas augmenter le loyer en parallèle. Donc, c'est vraiment un gros risque d'avoir un taux variable. Donc, c'est vraiment à garder en tête. Et si vous pensez que 3% ou 4%, ce qu'on a actuellement en France, c'est beaucoup, allez voir au Canada, allez voir ce qui se passe ailleurs parce que là, on est sur des taux qui sont énormissimes. Et en plus, on ne peut pas faire d'emprunts très longs. Là, on voit qu'ici, c'est des emprunts à 4 ans. J'ai trouvé des emprunts à 10 ans. Mais généralement, au-delà, il faut refinancer, donc renégocier. En tant qu'investisseur, on a tous un problème, suivre son patrimoine de façon simple. Vous avez peut-être un Excel dans lequel vous avez mis toutes vos lignes, mais c'est hyper compliqué en fait parce qu'il faut après se connecter sur des comptes pour voir les valeurs, voir la performance. Du coup, j'ai créé Finari pour régler ce problème. Vous pouvez connecter tous vos comptes, le PEA, l'assurance vie, les comptes bancaires, on gère plus de 20 000 établissements. Vous pouvez voir les performances, vous pouvez en plus voir les dividendes qui sont versés et on vous aide à débusquer vos frais et à optimiser votre patrimoine. Il y a plein d'opportunités qui sont sous vos yeux et que vous pouvez saisir grâce à Finari. Donc pour vous encourager à tester, je vous offre 20% de réduction sur notre abonnement avec le code YouTube20. Le lien, il est juste dans la description. On retourne à la vidéo. On passe à ton portefeuille action. On voit que tu as deux choses. Tu as un compte titre, brokerage, et Wealthsimple, qui est un équivalent de Yomoney, Nalo. En gros, c'est un robot advisor. Je pense que tu es en gestion pilotée. On peut aller voir. Donc, j'avais fait une vidéo, je prépare une vidéo sur ce sujet. C'est à toi de voir en fait si tu veux payer la gestion pilotée. Je pense que dans ton cas, tu as l'air de bien connaître ton sujet, ça vaut peut-être pas le coup. On voit qu'ici, voilà, sur le Wealthsimple, alors je ne sais pas quelle formule tu as, on va dire que tu as la essentielle. Tu as des frais de gestion de 0,5% sur les comptes de placement gérés. Donc concrètement, tu payes Wealthsimple 0,5% par an pour choisir les fonds. Et donc on voit d'ailleurs que eux, ils sont très ETF. Il n'y a que des ETF ici. Si on regarde les frais, mais il n'y a rien à optimiser parce que tout simplement, on est sur des ETF. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que si vous regardez les noms, vous verrez peut-être des noms que vous ne connaissez pas trop. Vous avez évidemment iShares, qui est la marque de BlackRock, Goldman Sachs, que vous connaissez, je pense, de nom de toute façon, mais vous avez aussi BMO. Et vous voyez que d'ailleurs que l'ISIN, le code, l'identifiant, c'est un identifiant canadien, CA. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en fait, on est plutôt sur des gérants qui sont locaux. Et d'ailleurs, ici, on voit que ton fonds est coté au Canadian Toronto Stock Exchange. Donc tu as ce mandat chez Wealthsimple, mais bon, c'est 15 000 €, que 15 000 €. Et après, tu as une majorité chez Saxo Bank. Et donc là, on voit que... Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Tu es très ETF aussi. Et là aussi, vous voyez des noms que vous ne connaissez peut-être pas, notamment Schwab, qui est vraiment une très grosse maison aux États-Unis, qui est assez connue, et donc ici, qui propose des ETF qui sont très peu chers. Je pense que là, on est sur des taux qui font rêver nos amis ici en France. Là, à Schwab, on est à 4 points de base, les amis. On est à 0,04%. On a aussi du Amundi qui est à 25 points de base. Donc, aux États-Unis, vous avez vraiment des ETF, réplication physique, c'est-à-dire qui détiennent les titres. Donc, c'est encore mieux que la réplication synthétique qu'on aime beaucoup en Europe. Réplication physique à des taux absolument faibles, enfin incroyablement faibles. Donc, c'est vraiment génial. Est-ce que tu en as trop? Alors là, oui, il y en a beaucoup. On voit que le premier, c'est un large cap growth. Ok. Le deuxième, c'est un value. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ensuite, c'est un bonds. Donc là, déjà, c'est deux choses différentes. Tu as d'un côté des ETF actions et des ETF obligataires. Il y a beaucoup plus d'ETF obligataires aux États-Unis, au Canada,
qu'en Europe. C'est en train d'arriver, mais c'est beaucoup plus lent à être adopté. En fait, ce que j'ai l'impression que tu fais ici, c'est que tu essayes de reconstituer un indice parce qu'on voit que tu as investi, tu as un ETF Pacifique, ensuite un ETF Europe, ensuite un ETF sectoriel, real estate, donc immobilier, ensuite un small cap européen, un émergent qui est chez SPDR, qui est encore un autre gérant, un fonds de dette, enfin de crédit asiatique. Là, tu as un autre fonds qui réplique quasiment le même indice que celui que tu as chez ces deux SPDR d'ailleurs, hein, les S&P 600. S&P 600, c'est tout simplement le S&P small cap, donc les petites capitalisations. Donc j'ai l'impression que tu as quand même en fait quasiment le même, puisque tu as le compartiment value, c'est-à-dire les entreprises qui vont être plutôt matures et qui vont être plus aptes à distribuer du dividende, et les entreprises growth qui, elles, vont réinvestir à fond pour essayer de faire croître le prix de leur action. Donc au final, ça donne une exposition qui est quand même relativement proche, je trouve, du MSCI World, puisque tu as 52% d'États-Unis, tu as un peu d'inconnus, mais ça c'est parce que tu as des ETF obligataires qui sont plus durs à catégoriser pour nous. Tu as du Japon, du Royaume-Uni, de la France, etc. Est-ce que tu as besoin de tous ces fonds? Bah écoute, on va regarder la perf. Aujourd'hui, tu fais 10% de perf depuis le début. Est-ce que tu as vraiment besoin d'être aussi diversifié? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en fait, si on prend par exemple le US Large Cap Growth ETF de Charles Schwab, on va aller regarder ce qu'il y a dedans. Donc je vous rappelle que pour voir ce qu'il y a dedans, vous devez aller voir le DC ou le document d'information ou la fact sheet. Donc vous allez sur le site, c'est obligatoire de le montrer. D'ailleurs, vous voyez toujours que c'est un document réglementaire. Et donc là, si je regarde la fact sheet et que je regarde les plus grosses valeurs, je retrouve Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet. En fait, le Nasdaq, concrètement, avec aussi d'autres valeurs, notamment Eli Lilly, qui est une valeur pharma. Donc ça, c'est déjà un très très gros fonds qui a pour indice, on voit le Dow Jones un peu ajusté. Est-ce que tu as besoin d'avoir un ETF pour chaque sous-secteur ? Moi, j'ai envie de te dire, c'est toi qui dois savoir, en fait, le temps que tu as envie d'y passer. Si tu fais du DCA sur ça, je te souhaite bonne chance parce que ça prend du temps d'aller acheter chacun de ces fonds, de regarder. Donc, je pense que tu peux peut-être simplifier. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre un ETF US, large cap, un ETF Europe et un ETF Japan, et enfin un ETF Emerging Market pour vraiment te reconstituer ton indice MSCI World All Countries, si tu veux. Après, tu peux aussi prendre un All Countries si tu as envie de simplifier la donne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, sur la partie action, oui, tu peux simplifier, c'est clair. Sur la partie bonds, en fait, tu as deux fonds. Tu as le SPDR et le JP Morgan. On voit que c'est pas du tout la même chose. Il y en a un, c'est du crédit asiatique. L'autre, c'est du crédit global. Là, ça m'a l'air plutôt cohérent. Je pense qu'il y a quand même un peu d'overlap entre les deux, mais ça m'a l'air déjà plus logique. D'ailleurs, c'est intéressant. Tu as ton compte titre, tu as ton robo-advisor, on va dire, chez Wealthsimple. Tu n'as pas de PEA. Que tu l'avais probablement pas ouvert avant de partir. D'ailleurs, tu n'as pas non plus d'assurance vie, je ne sais pas où elle est. Peut-être que tu as du fonds euro, non plus. Donc, il faudra que tu nous dises en commentaire dans quoi tu as investi ton assurance vie. C'est dommage que tu n'aies pas ouvert de PEA avant parce que tu aurais pu le garder, parce que tu n'es pas parti vers un ETNC. Donc, c'est un pays qui est sur une espèce de liste noire et donc qui demande à fermer le plan si tu déménages dans ce pays. Donc, le Canada ne fait pas partie des ETNC, territoire non coopératif. Tu aurais pu le garder, mais bon, malheureusement, tu ne l'as pas fait. Sache que si tu reviens en France, ce sera la première chose à faire, probablement, ouvrir le PEA pour le blinder le plus vite possible. On va regarder le crowdlending parce que c'est quand même intéressant. Tu investis beaucoup chez Enerfip. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on va regarder ce qu'ils font. C'est du financement participatif qui est axé éco-responsabilité, protection de l'environnement. Donc là, on va investir responsablement, agir pour le climat. Très bien. On va regarder ce qu'il y a par exemple comme projet, est-ce qu'on peut les voir sans être abonné, voilà, sans avoir de compte. Donc là, on regarde le premier au hasard. Donc là, on voit Orsana Expansion. On voit qu'en fait, c'est une obligation. Enfin, voilà, on le voit ici, obligation simple. On a un taux d'intérêt à 7,75%. Concrètement, on va prêter à des entreprises. Ici, j'imagine que c'est une PME pour l'aider à se développer et donc, in fine, toucher un rendement. Il y a évidemment un risque qui est associé à ça, c'est que vous êtes rémunéré pour le risque pris. Moi, je trouve que c'est trop, 2 000 € par mois, au vu de ton budget, parce que je vois pas ce qui justifie de mettre autant en action, qui est un marché hyper liquide avec des entreprises hyper matures, notamment si on a vu Apple, Microsoft, et en parallèle de mettre la même somme dans
des obligations qui sont émises à des PME. C'est quand même pas du tout le même risque. Alors c'est une cause très noble d'investir dans la transition énergétique, c'est nécessaire, mais il y a certainement peut-être un ajustement à faire en termes de niveau d'engagement pour recalibrer ça. Surtout que là, tu vas être à 7,75% par an, mais sache que, alors évidemment, c'est un risque qui va être différent du marché action, mais sache que ça reste quand même moins que le marché action sur le long terme. Donc, quitte à faire de l'obligataire, moi je préférerais faire de l'obligataire d'État ou de l'obligataire d'entreprise très mature, ce qu'on appelle des entreprises AAA ou AA, donc Investment Grade. Et pour ça, il y a plein d'ETF qui fait ça. Vous tapez juste ETF Bonds Investment Grade et vous allez voir qu'en fait, le premier au hasard, qui est évidemment un BlackRock parce que c'est le numéro 1 mondial, et ben en fait, ici, il va que investir dans des entreprises européennes qui ont un certain grade, une certaine notation, et vous allez pouvoir bénéficier de taux qui sont extrêmement intéressants. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle fonds datés pour locker le taux, parce qu'ici évidemment le taux est variable. Vous pouvez aussi investir dans des fonds monétaires, enfin bref, vous avez plein d'options pour aller sur des produits de taux, mais je pense que le crowdlending est une option, mais pas forcément la première à laquelle je penserais pour aller sur ce type de support. Il y a une de tes questions, c'était est-ce que tu dois faire autre chose? Donc en fait, si on regarde ton allocation immobilier, a priori c'est bien. Est-ce que tu peux peut-être emprunter plus à taux fixe en France, donc auprès d'une banque française, et refinancer un bien ici? Bah ça, c'est une première chose à explorer. La deuxième chose, c'est effectivement réduire le nombre d'ETF que tu as en portefeuille, parce que là, je pense que c'est trop diversifié et c'est pas nécessaire. Tu perds plus au change qu'autre chose. Tu peux garder simplement ceux qui sont très très peu chers et déjà très diversifiés. Après, tu as quand même pas mal de cash entre le livret et le compte bancaire. On voit que tu as quasiment 50 000 euros de cash. Je ne sais pas si tu as un projet qui est prévu. Je ne sais pas non plus combien tu dépenses par mois hors investissement. Donc si ici on le voit, tu as 1 400 euros, tu as à peu près 3 000 euros de dépenses par mois. Donc si on dit que tu es très très conservateur, ça va te faire 18 000 euros, donc 6 mois de matelas de sécurité. Ici, tu as quasiment le triple de ça. Je pense qu'il y a un ajustement qui est possible à faire ici. Et donc cette somme-là, tu pourrais soit l'allouer aux actions, donc aux ETF, soit d'ailleurs l'allouer aussi à l'obligataire, qui peut être un coussin d'amortissement. C'est très bien d'avoir de l'obligataire et de l'action en parallèle. Ou tu pourrais aussi investir par exemple en crypto. Je vois que tu n'en as pas. Si c'est une classe d'actifs qui t'intéresse, alors encore une fois, je recommande fortement de ne pas aller sur les petits projets, mais plutôt sur les gros établis. Bitcoin, Ethereum, voilà, on les connaît, et d'investir de façon régulière, donc la même approche que tu as ailleurs. Mais déjà avec ça, je pense que tu es bien orienté, et surtout, les 2000 euros de crowdlending par mois, je pense qu'il faut vraiment te poser la question de ton envie de continuer à faire ça. Peut-être qu'il y a un ajustement à faire pour aller plus sur les actions et donc d'aller plus vite en termes de croissance de patrimoine. Du coup, pour finir, tu m'as dit que ton objectif, c'était 3 millions d'euros de patrimoine à 60 ans hors résidence principale. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ton patrimoine actuel hors résidence principale. J'ai pris bourse et autres étant crowdlending. Ton investissement annuel qui est quand même monstrueux, que tu répartis actuellement plutôt entre bourse et crowdlending, même si je pense qu'il y a un ajustement à faire ici, mais on est resté sur ton schéma. Vu que tu as 32 ans, tu as 28 années d'épargne devant toi, donc tu as largement le temps. Rendement en bourse, vous connaissez 8%, mais vous pouvez changer si vous voulez sur le simulateur. Le lien, il est dans la description. Rendement autre, 5%, même si on a vu que là, sur le Orsana Expansion, c'était plutôt 7%. Mais on va dire qu'avec un taux de défaut, un petit peu de défaut, on va arriver plutôt à 5%. On a mis tout à 30%. De toute façon, toi, dans ton cas, tu es imposé au Canada. Donc, c'est encore une autre histoire, mais on va dire 30% pour simplifier. Et donc, ça nous emmène à exactement 3 millions d'euros. Donc, oui, tu y seras. Évidemment, modulo les marchés, modulo tout un tas de facteurs externes qui, si on ne contrôle pas, c'est simplement une projection avec on a appliqué un pourcentage d'augmentation de façon bête et méchante. Mais en tout cas, ça te fait quand même un très gros patrimoine. Vu tes revenus, vu ta stratégie, vu ce que tu as déjà accumulé, là, je ne me fais aucun souci que tu vas y arriver. Ce que je tiens quand même à te dire, c'est que tu peux encore accélérer la chose. Si par exemple, tu mets 100%, allez, on va dire 80% en bourse, parce que tu veux un peu continuer à financer les projets pour la transition écologique. Et là, on voit que déjà, tu as ajouté 300 000 euros à ton patrimoine au bout des 28 ans. Donc,
complètement faisable cet objectif, c'est un profil qui est quand même très bien orienté. Assez intéressant de voir qu'aussi les ETF sont assez différents dès qu'on traverse l'Atlantique, mais en tout cas, on voit que tu as pris les bons réflexes, on voit aussi que tu as fait un crédit à taux fixe, donc si tu as l'opportunité d'en faire un autre, peut-être que ça peut être une super option. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a aidé aussi chez vous à prendre conscience que votre patrimoine, il faut le prendre en main, il faut le gérer parce que personne ne va s'en occuper à votre place. Enfin, si votre banquier, il va vous prendre des frais pour ça et ça va pas être terrible. Donc prenez-le en main, regardez nos vidéos, allez sur notre forum pour échanger avec d'autres investisseurs. Si vous voulez que je regarde votre patrimoine, vous postulez, le lien il est dans la description. Toutes les semaines, je regarde un patrimoine comme ceci et je le commente avec vous. Donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle analyse. Salut!